Il faut vraiment choisir ses mots parce que si vous dites à une personne qui travaille déjà dans l'entreprise pour 10 ans ou pour 12 ans que nous sommes ici pour améliorer, il va vous dire que est-ce que vous voulez dire que ce que je faisais n'était pas correct? Qu'est-ce que vous voulez améliorer exactement? Donc, ça a été le tout premier enjeu. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Hamza Gori. Bonjour Hamza. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. C'est un épisode outre-Méditerranée. Où est-ce que tu es en ce moment là? Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Tanger, du Maroc. Génial. Et du coup, tu m'as dit que tu avais écouté quelques épisodes. Donc tu sais ce qui va se passer au début. J'ai une question un peu fétiche. Ouais. Comment ça va vraiment, Hamza? Alors comment ça va vraiment? Ça va vraiment très bien, très bien. Là, je commence le nouvel an avec des préparatifs pour lancer une nouvelle expérience. Là, bientôt, je vais quitter le secteur automobile pour me lancer dans un nouveau secteur. Cette fois-ci, c'est le secteur minier. Et donc là, Okay. Je suis dans cette phase de transition et de préparation, si vous voulez, mentale et sur le plan professionnel aussi. Donc ça va très bien, ça va, oui. Une période de changement, du coup, c'est un peu le bon moment pour faire cet épisode de podcast. C'est un peu, ça va nous servir de bilan. Exactement, sur oui. quasiment tes 9 ans, t'as passé 9 ans chez Sumitomo Electric à faire de l'amélioration continue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'abord c'est quoi le métier de Sumitomo? Alors, Sumitomo, c'est un constructeur de câblage automobile. Donc, ils font des faisceaux électriques pour les automobiles, pour les voitures. On travaille exclusivement avec le groupe VW, avec toutes les marques du groupe VW, donc Volkswagen, Audi et les différentes marques sous le groupe VW. Et là, on fabrique pratiquement tous les types de faisceaux électriques. Donc, il y a des faisceaux électriques, des parties moteurs, des parties habitacles et des accessoires, que ce soit les pare-chocs, les portes et ainsi de suite. Donc, tous les câbles électriques, voilà, tous les câbles voiture, électriques de l'automobile. Ok. Et du coup, il y a un truc qui est intéressant quand je regarde ton histoire, c'est que je vois que t'as commencé par faire de l'amélioration continue chez eux avec de la qualité, qu'après t'es passé au produit, t'es passé au prototypage pour enfin revenir à l'amélioration continue. Ça a été une boucle en fait. Oui, exactement. Exactement. Alors au départ, j'étais ingénieur d'amélioration continue dans un département qui a été dédié exclusivement à cette mission d'amélioration continue. Et au bout de 4 ans, j'ai décidé d'intégrer un peu les métiers techniques, si vous voulez. Et donc là, c'était un choix et c'était une demande de ma part d'intégrer l'équipe d'ingénierie pour savoir comment on fait le développement de processus et comment on gère les différentes modifications de produits et tout. Parce que là, on est amené à améliorer dans des processus et à améliorer dans le produit, mais là vraiment il faut savoir comment ce processus a été conçu au départ, comment le produit est géré par le département ingénierie. Et après 6 mois, j'étais promu en tant que responsable de prototypage. Et ce sont les toutes premières phases de création d'un produit. Et vraiment, ça a été une expérience très particulière parce que là, nous avons vécu comment on fait les tout premiers prototypes d'un câble électrique sans avoir les moyens, tous les moyens nécessaires. Hein, parce que là, c'est une phase de prototypage, c'est une phase de développement. Et après, là, j'ai quand même amassé un certain nombre de détails techniques et
qui m'a permis de monter un nouveau service, un service d'amélioration continue, pour pouvoir mieux gérer cette activité d'amélioration continue dans l'entreprise. Donc ça a été vraiment une expérience enrichissante en termes de diversité, parce que là, je suis passé par l'ingénierie, la qualité, et dernièrement, euh, j'ai aussi pris la fonction de responsable qualité système, parce que là, il fallait aussi parler de l'amélioration continue, non seulement sur les processus de fabrication, les processus de Ouais. transformation, mais aussi dans le système, dans la manière avec laquelle on gère les systèmes et les processus. Et donc, je crois que j'ai fait un boucle un peu particulier, une boucle un peu particulière, un tour un peu particulier dans l'entreprise. C'est ce qui m'a permis de toucher un peu de tout. Cette boucle-là, elle m'étonne pas du tout. On en parlait dans le dernier épisode et dans d'autres épisodes, j'ai l'impression que ça revient souvent. L'amélioration continue, elle se fait bien sûr sur l'outil de production, j'ai l'impression, mais elle se fait aussi en fait dans les services annexes. En fait, c'est une volonté globale de l'entreprise. Ça peut pas être que sur la production. Exactement, parce que les services annexes, ils ont un impact finalement dans la performance des autres processus, les processus de réalisation. Et là, si on se focalise exclusivement sur les services de réalisation, donc et le support, ils doivent aller avec la même longueur d'onde, avec la même vitesse. Et donc, il faut réfléchir aussi à appliquer cette notion de lean. On parle pas tout simplement du lean manufacturing, mais c'est la notion de lean qui est un peu plus large, qu'on peut appliquer pratiquement dans tous les services formation, services de maintenance, services qualité, et ainsi de suite. Quand tu commences en septembre 2012, ingénieur amélioration continue et assurance qualité, du coup, Ouais. t'arrives dans cette entreprise. Il y a combien de personnes sur Tanger? C'est une usine, deux usines? Ce sont deux usines, une usine principale et une usine annexe. Là, on compte Ok, environ 3500 collaborateurs ok. répartis entre les deux usines. Quand t'arrives, du coup, est-ce qu'il y a déjà une culture? On est en 2012. Est-ce qu'il y a déjà une culture amélioration continue dans l'usine? Alors, la particularité de mon départ à Sumitomo, c'était déjà mon recrutement a été fait pour lancer cette démarche Lean Manufacturing, amélioration continue dans l'entreprise, parce que Donc quand l'entreprise a t'arrives, c'est été, le début. oui, c'était tout à fait le début. C'était à peine un an où ils ont déjà commencé des préparatifs dans ce sens, du coup, parce que ça a été une phase de transition vers le style de management japonais, parce que c'est une société germano-japonaise. Il a été allemande au départ, mais après il a été racheté par le groupe Sumitomo. Et donc à partir de 2011-2012, ils ont commencé à faire cette transition vers tout ce qui est Kaizen et Lean Manufacturing. Et du coup, lorsque j'ai embarqué dans l'entreprise, il y avait peu de gens qui connaissaient qu'est-ce que ça veut dire amélioration continue, qu'est-ce que ça veut dire Kaizen. Et surtout, il y avait une erreur qui a été commise par le groupe qui a lancé cette démarche, c'est qu'ils ont Ouais. commencé par un chantier 5S, mais un chantier 5S qui a été mal géré. Et donc, du coup, ils ne voyaient comme des gens qui parlent que du nettoyage, ils parlent que vous devez nettoyer, je sais pas qu'ils me voyaient, ils voyaient un balai ou je sais pas quoi. Et donc, il y avait cette idée cliché sur ce service, ou bien cette notion, il faut tout simplement nettoyer le lieu de travail, Enlever. et voilà. Donc ça a été un peu l'image qu'ils ont créé, qu'ils ont eu concernant cette démarche. Alors au départ, il y avait cet enjeu culturel, tout à fait. Donc cet enjeu culturel, il n'y avait pas un terrain pour commencer à parler des outils, pour commencer à parler des améliorations. Donc il fallait tout d'abord expliquer aux gens que là on est là pour améliorer, pour changer. Et là, il faut Ok. vraiment choisir ces mots, parce que si vous dites
à une personne qui travaille déjà dans l'entreprise pour 10 ans ou pour 12 ans que nous sommes ici pour améliorer. Il va vous dire que est-ce que vous voulez dire que ce que je faisais était pas correct? Qu'est-ce que vous Pas voulez facile, améliorer ça. exactement? Donc, et surtout quand on était des jeunes, donc à peine on sort de l'école et donc c'est déjà cette acceptation de l'autre, ou bien cette acceptation en tant qu'individu, en tant qu'ingénieur dans l'entreprise, ça a été le tout premier enjeu. D'accord? Ça a été quoi est-ce que tu as un exemple là de moi je l'adore cette histoire parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui la vivent. Si je reprends ce que tu viens de me dire, t'arrives dans l'entreprise, t'es jeune ingénieur, tu dois avoir à peu près la trentaine, je sais pas exactement. Mhm. T'arrives, t'as plein d'énergie, t'es là, allez, on va faire de l'amélioration continue, on va faire du lean. Je vais regarder comment vous travaillez, je vais vous aider à mieux travailler. Et là, d'un coup, les opérateurs, ils te disent, attends, t'es en train de dire qu'on travaille mal là? Comment tu est-ce que t'as une situation, tu vois, un moment où il y a eu justement un clash comme ça, et comment est-ce que tu fais pour désamorcer, pour expliquer? Alors, il y avait des clashs. Et des clashs, c'est surtout pas de la part des opérateurs. Parce que les opérateurs ont déjà, ils n'ont pas ce contact direct avec tout ce qui est staff et tout, mais c'est surtout les clashs venaient des staffs et venaient des cadres. Là, un jour, j'ai Ok. envoyé tout un rapport sur une action que nous avons fait avec un ensemble de superviseurs et des chefs d'équipe dans l'entreprise, et j'ai envoyé un rapport à la hiérarchie et au management pour expliquer l'ensemble des actions qui ont été faites et voilà les résultats qui ont été obtenus. Et là, ce que j'ai reçu, un commentaire très bizarre de la part d'un superviseur de production, c'est qu'il a demandé de ses collaborateurs de ne plus collaborer avec moi pour la simple raison, ça fait 10 ans qu'il travaille dans l'entreprise et il n'a pas reçu un email de remerciement. Et voilà Hamza qui est venu, il n'a même pas 3 mois dans la société, il reçoit un email de remerciement de la part de la direction générale concernant les actions qu'il a menées avec l'équipe. Et ça a été vraiment une réaction très bizarre parce que c'est son équipe qui a participé. Et lui aussi faisait partie de l'équipe, mais je sais pas, il voulait prendre le crédit tout seul. Et donc ça a été une réaction parmi les réactions les plus bizarres que j'ai reçues de la part des Attends, collègues. je suis pas sûr d'avoir bien compris. Lui, il a dit qu'il voulait plus travailler avec toi Et parce que voilà lui, on l'avait exactement parce jamais que félicité. exactement Jamais, parce c'est qu'on a intéressant. fait parce qu'on a fait un bon travail avec l'équipe. Et c'est parce que ça a été un réflexe de jalousie ou je sais pas quoi, parce que là, et tout simplement, il voulait pas que les autres collaborent avec moi pour la simple raison, c'est que je suis en train d'être démarqué en quelque sorte. Alors que lui, on l'avait jamais Et félicité. lui, on n'a jamais fait féliciter pour ses efforts. Je sais pas. Voilà, c'est sa position. Ça a été vraiment. Ça m'a bloqué un certain temps parce que, vous voyez, hein, lorsqu'un chef il vient dire à son équipe ne collaborez plus avec la personne X pour la simple raison parce que là je veux pas que vous collaboriez avec lui, et donc ça m'a bloqué un certain temps. Ok. C'est intéressant, c'est assez fort, et finalement en fait c'est Oui. toi tu deviens la victime de son énervement, alors qu'en fait il est pas énervé contre toi, il est énervé juste contre la direction qui l'a jamais remercié, félicité, alors que toi tu viens d'arriver et on Ouais, te dit merci de suite, quoi. voilà, c'est exactement ça. Est-ce que ça a suscité auprès de ta direction une remise en question, une réflexion quand il a réagi comme ça? Est-ce que Non, ça n'a pas été transmis à la direction parce qu'on l'a géré entre nous après. Et après, donc, ok, j'ai lié des liens très forts avec lui parce que j'ai compris que ça a été une réaction un peu subjective et donc j'ai dû contenir un peu la situation. Donc, il fallait pas. Donc, il n'y avait pas d'escalation, il y avait pas de. Donc, j'ai ok. géré la situation moi-même. Donc, après, on a pu trouver un terrain d'entente finalement.
Et du coup, maintenant, est-ce qu'il fait du lean maintenant? Est-ce qu'il aime ça? Il fait du lean et après il est devenu une personne certifiée et donc je l'ai impliqué dans la boucle parce que là ce que j'ai su par la suite c'est qu'il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être démarqué, et il veut apprendre quelque chose de nouveau. Donc, je lui ai intégré dans cette boucle de certification interne des animateurs, amélioration continue, et du coup, il est devenu un membre très actif, si vous voulez, dans les équipes d'amélioration dans l'usine. Ça c'est ça c'est bien. On oublie que derrière faut pas oublier que derrière la performance, il y a des besoins humains de reconnaissance, d'écoute, d'empathie, de aussi Exactement, ouais, exactement. C'est pour ça, vous avez déjà parlé avec l'un de vos invités sur l'importance d'entendre l'autre. Et donc, Hmm. voilà, quand on entend l'autre, exactement, on essaie de comprendre ses besoins. Sont pas des machines, donc c'est pas un rapport machinal. On travaille avec des machines, mais on travaille avec des êtres humains. Ils ont des besoins, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin d'encadrement aussi. Et donc, il fallait absolument être conscient de cet aspect ou bien de cet enjeu culturel et cet enjeu personnel dans l'affaire. Ok. Du coup, ça c'est les débuts, premier chantier, premier clash, Ouais, premiers alliés finalement que tu trouves dans l'équipe, parce que généralement quelqu'un qui est pas content, c'est aussi quelqu'un qui souvent a envie de participer mais qui est frustré. La frustration c'est une bonne chose, moi je trouve. Ça montre justement qu'il y a une envie, en tout cas qu'il y a quelque chose qu'on a envie de changer. exactement. Euh, tu, euh, tu lances d'autres. C'est quoi ensuite le plus gros chantier d'amélioration continue que tu lances? Enfin, en tout cas, un que tu lances et qui marche pas du tout. Ah, qui marche pas du tout. Ouais, moi j'aime bien Mhm. j'aime bien dans ce podcast parler parce qu'en fait souvent tu sais on parle des réussites et on Mhm, n'apprend mhm. pas grand-chose dans une réussite. Alors que dans un échec, bah, tu vois, comme par exemple cette histoire-là, elle est géniale. Elle t'a appris énormément de choses. Cette histoire, tu t'es rendu compte Mhm. que, enfin, de beaucoup de choses. Je pense que ça t'a appris et ça t'a aidé. Et est-ce qu'il y en a eu d'autres après, au fur et à mesure? Parce que c'était au tout début. Tu m'as dit ça, c'était quand tu venais d'arriver. Est-ce que Ah oui, au bout ça de a été, 4 ans que t'es dans ça a la été boîte? au départ. Non, après 4 ans, il y avait une certaine compréhension entre les différents membres. Parce que là, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer cette démarche et à expliquer les intérêts. C'est vrai que j'ai eu un support très considérable de la part de notre direction générale. Et donc, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à faire des cycles de formation avec des équipes pluridisciplinaires, avec des équipes un peu qui est constituée de plusieurs niveaux hiérarchiques. Parce que si l'on veut parler avec une équipe et on en parle avec une équipe, par exemple, que d'équipe des techniciens, ils ont des idées partagées et ils ont des soucis, mais est-ce que ces soucis sont transmis à leur hiérarchie? Donc, j'ai essayé de faire des cycles de formation avec des équipes hétérogènes, que ce soit en termes de départements, c'est-à-dire de plusieurs départements ensemble, ou bien plusieurs niveaux hiérarchiques. Euh, voilà, ça a été mon approche pour un peu banaliser euh, cette approche lean manufacturing ou bien cette approche d'amélioration continue dans l'entreprise. Alors, je voudrais revenir à votre question. Est-ce qu'il y avait des projets qui ne marchaient pas? Alors, nous avons lancé un projet effectivement de transformation des moyens de manutention dans l'entreprise, où il fallait substituer les Mhm. transpalettes et les caisses avec des moyens moins encombrants. Et finalement, le choix a été de substituer les transpalettes par des chariots. Alors le problème, c'est que on s'est lancé dans des essais et nous avons acheté des chariots de manutention, mais finalement, on n'a pas eu assez de participants pour enrichir ces discussions sur les chariots. Et du coup, nous avons fait des essais dans des zones
réduite parce on n'a pas fait l'essai dans toutes les zones et donc on n'a pas eu les différentes contraintes ou bien l'ensemble des contraintes que peuvent avoir les magasiniers. Et donc nous avons nous sommes lancés dans un investissement de quelques milliers d'euros pour acheter ces chariots, mais finalement il fallait les changer au bout de 4-5 mois parce que il y avait des besoins que nous n'avons pas vraiment pris en compte et il y avait aussi des besoins euh, implicite qu'on n'a pas pu détecter durant la phase de prototypage parce qu'on n'a pas donné assez de temps et assez d'importance à cette phase de prototypage. Donc ça a été rapide, ça a été vite. On était rapidement satisfait du résultat et du coup nous avons généralisé. Donc il fallait refaire ces chariots et il fallait repartir dans un nouveau design et échanger un certain nombre de chariots. Ok, donc finalement, à aller trop vite, vous en êtes mordu les doigts après, quoi. Exactement. Donc c'est une phase de prototypage, c'est une phase qu'il faut traiter très minutieusement parce que c'est là on fait des essais, c'est là on veut prendre le maximum de critiques et il faut accepter les critiques. C'est vrai que à l'époque on n'a pas trop accepté les critiques, et donc il fallait accepter les critiques, il fallait prendre les remarques des autres, il fallait essayer avec différents éléments, et avec différents membres, avec différents magasiniers pour vraiment valider ce prototype. Et après, ce que j'ai fait, ce que j'ai rapidement appris de cette expérience, et là, j'ai lancé tout un processus de validation de prototype. Et j'ai procéduré ça dans une procédure de validation de prototype. Et du coup, lorsqu'il y avait un prototype à valider, il y avait tout un comité de validation qui est constitué de plusieurs membres. Il y avait de l'ingénierie, il y avait de la production. Il fallait prendre minimum une trentaine de jours pour tester. Il fallait faire la rotation entre les différents shifts. Et donc, j'ai protocolé ça sur toute une procédure pour s'assurer exactement que là, on refait pas la même erreur. Et ça a été une leçon apprise. Bon, malgré quelques milliers d'euros de pertes, mais bon, on a pu récupérer par la suite. C'est pas grave, la perte, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est de l'apprentissage. L'apprentissage, il permet de faire des choses après où justement, on évite des pertes futures. Oui, exactement. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais donc que tu avais fait cette boucle ingénieur amélioration continue. Après, t'es passé au produit, t'es passé au prototypage, et en fait, t'es revenu à l'amélioration continue et que t'as monté un service, c'est ça? Un nouveau service? Un nouveau service, parce que le premier département amélioration continue où j'ai travaillé pendant 4 ans a été dissous pour une raison ou une autre. Ça a été une décision organisationnelle. Et après, il n'y avait pas un service pareil. Donc, ça a été juste des ingénieurs amélioration continue rattachés à des départements. Et après, suite à des discussions avec la direction générale, je voulais canaliser ces efforts et je voulais regrouper l'ensemble des acteurs qui travaillaient sur l'amélioration continue et les animateurs pour les avoir dans un seul service qu'on a baptisé un service amélioration continue dans le département de production, tout simplement parce que le département de production, c'était le département qui avait plus de besoins et c'est le département qui gère le plus grand nombre de collaborateurs. Donc, ça a été décidé d'avoir un service amélioration continue rattaché à la direction de production qui canalise tous ces efforts d'amélioration continue dans un sens. Ça a aidé dans deux sens. Ça a été dans le premier sens de regrouper les différents éléments qui travaillaient sur l'amélioration continue parce que j'avais 3 ingénieurs qui travaillaient, un dans l'ingénierie et l'autre dans la qualité et un dans la production. Il y avait chacun défend ses intérêts et les intérêts de son département. Et donc, au lieu de collaborer, il y avait une dissipation de l'énergie malheureusement entre les différents membres à cause de cette différence d'intérêt ou bien de cette concurrence, de cette fausse concurrence, si vous voulez. Et après, on a décidé de canaliser ces efforts dans un sens et aussi le fait d'avoir un service qui chapeaute l'amélioration continue, ça a permis de communiquer directement avec la direction générale
et de traduire les différents objectifs qui ont été tracés par la direction générale en des objectifs opérationnels, si vous voulez. Parce que chaque année, on faisait des réunions avec la direction générale pour tracer les projets d'amélioration continue ou bien les pistes d'amélioration envisageables pour l'année fiscale. Et donc, ce lien permanent avec la direction générale a permis, en fin de compte, à canaliser les efforts et à traiter des projets d'une façon plus structurée et plus efficace. C'est là tu viens d'entendre une histoire là dans ce que tu m'as dit, un peu d'une erreur du coup de la direction, en tout cas d'une erreur organisationnelle. Tu me coupes si je me trompe. Tu m'as dit du coup que le service amélioration continue dans lequel tu étais, qui du coup regroupait les différents ingénieurs amélioration continue, avait été dissous après que tu sois parti dans le produit et dans le prototypage. Exactement. Pour peu importe la raison que les gens pensaient être bonne à ce moment-là, Exactement. Ils avaient dissous ce service et en fait ils avaient réparti les ingénieurs amélioration continue dans chaque service, c'est ça? Donc oui, chaque ingénieur amélioration continue ne travaillait plus ensemble, mais travaillait chacun de son côté. Chacun de son côté dans des départements différents. Ok. Et donc du coup ça, 2 ans après, on s'est rendu compte que finalement, il y avait ça ne marchait pas. Les efforts en fait n'étaient pas coordonnés et c'était des guerres de départements quoi. Oui, exactement, parce que là, si vous travaillez sous la casquette d'un département, vous devez suivre les objectifs du département qui font partie des objectifs finalement de l'entreprise, mais nous avons des liens avec des managers différents et donc chaque manager il voit les choses de sa manière et donc il y avait chacun qui tire de son côté vers les intérêts du département parce que finalement à la fin de l'année fiscale, il voulait vendre des projets et être gratifié d'une façon et d'une autre et avoir un bonus sur tous les projets qui ont été amenés. Ok, mais du coup c'est hyper intéressant parce que intuitivement on se dit c'est génial qu'il y ait dans chacun des départements un ingénieur amélioration continue parce que comme ça on diffuse la culture. Mais pardon, du coup toi tu as vécu aussi le mauvais côté de ça, c'est qu'il faut que ces personnes-là, même si elles sont assimilées à des départements, elles fassent partie d'une équipe d'amélioration continue parce que sinon elles ne travaillent pas de concert en fait et elles vont pas s'entraider. Oui, et du exactement. coup, en fait, l'équipe d'amélioration continue, le service amélioration continue, ne doit pas être, ça doit être une team quoi. Ils doivent être unis, sinon justement ça crée des dissonances. Exactement ça. Ok, c'est intéressant parce que du coup, tu te dis, quand tu commences à gérer une équipe, quand tu commences à gérer une ville, que tu commences à avoir 3, 4, 5 ingénieurs amélioration continue, on pense que ça peut être une bonne chose, mais finalement, sur le long terme, en fait, ça s'avérait être, et vous en êtes revenu, quoi. Ok. Hyper intéressant, ça, c'est un bel apprentissage. Et du coup, tu montes ton équipe d'amélioration continue. Tu remets un peu de cohésion dans tout ça. Donc tu gères 3 personnes, c'est ça? Oui, 3 personnes. Et du coup alors c'est comment est-ce que tu relances cette activité? C'est quoi que tu décides de mettre en place au début pour redémarrer un peu la dynamique? Alors au départ, j'ai choisi avec l'aide du manager de chaque département des membres permanents des cellules d'amélioration. D'accord. Et ce que j'avais des cellules d'amélioration, deux cellules dans la grande usine et une cellule dans la petite usine, dans l'usine satellite. Et donc il fallait choisir des membres permanents. Ces membres permanents, il y avait une mission de se réunir chaque semaine dans une réunion hebdomadaire pour discuter l'ensemble des constats ou bien l'ensemble des remarques qu'ils ont sur terrain. Parce que ça leur permet de prendre un peu le recul et de sortir un peu du vécu du quotidien. Parce que on discutait pas les différents projets d'amélioration continue dans la réunion matinale, par exemple, dans une zone de production. Parce que dans cette zone de production, on est toujours porté par des problèmes de production, des problèmes de qualité, des problèmes de maintenance. Et là, on a peu de temps à discuter
à discuter, par exemple, qu'est-ce qu'on veut améliorer? Est-ce que cette chose marche bien, mais est-ce que on peut changer? Est-ce qu'on peut l'améliorer davantage? Donc, il fallait un rendez-vous, hein, il fallait un créneau pour ces personnes, pour ces membres, pour s'asseoir, pour discuter, à l'abri des différentes entraves qui peuvent rencontrer dans les ateliers de production et tracer des propositions d'amélioration qu'il fallait formuler et les discuter par la suite avec la hiérarchie. Ça a été une toute première phase que j'ai lancée afin de relancer, si vous voulez, cette activité d'amélioration continue. J'ai aussi passé beaucoup de temps à faire des formations. Et des formations, on va dire des formations non seulement des formations sur les outils Lean Manufacturing parce que ce sont des choses qu'on peut trouver sur la bibliographie et sur Internet, mais quel est l'intérêt d'appliquer certains outils et pourquoi on veut vraiment appliquer ces outils dans un contexte bien spécifique. Donc, c'était pas des formations très théoriques, mais c'était des formations très ciblées qui parlaient, par exemple, là, je vous donne un exemple, on a fait des formations sur le SMED pour, par exemple, un ensemble de techniciens de maintenance et techniciens d'ingénierie dans une zone de découpage. Et donc, pour eux, ça a été intéressant parce que ils travaillent avec ça, ça leur concerne et finalement, lorsque vous dites voilà le SMED et à quoi il sert, et ils commencent à dégérer hein, rapidement cette notion. Par exemple, si vous donnez une formation de SMED à des personnes qui travaillent dans les zones d'assemblage, où il y a où il y a plus de travail manuel et de travail d'assemblage que un travail avec des machines, et ben pour le SMED, pour eux, c'est rien. Ça ne représente rien. Ça c'est juste un remplissage de mémoire qui va pas être exploité par ces personnes. Et donc il y avait des formations vraiment ciblées et accentuées sur des thèmes et des sujets bien spécifiques pour chaque zone et chaque processus de fabrication. Ok. Et du coup, pendant ces 4 ans là, vous avez petit à petit lancé des chantiers, j'imagine, croisés. Et cette fois, t'étais plus, toi, tu pilotais l'activité. C'était plus toi qui avais les mains dans le cambouis. Donc, t'as dû vivre du coup d'autres choses aussi ou d'autres apprentissages à gérer des ingénieurs d'amélioration continue. C'est pas la même chose que faire de l'amélioration continue. Exactement, exactement. Donc ça a été une opportunité pour apprendre, comme vous avez dit, apprendre à gérer des équipes. Parce que avant, lorsque j'étais responsable de service de prototypage en ingénierie, j'avais à peu près une trentaine de techniciens sous ma responsabilité. Mais là, on parle d'un niveau totalement différent parce que là, on parle des ingénieurs, ils sont pas des exécuteurs, ils sont pas de simples collaborateurs et donc il faut les gérer autrement. Et donc, j'ai appris à gérer des cadres et à donner une certaine marge de liberté à ces cadres de travailler librement, de formuler leurs idées, de proposer des améliorations, de partager eux-mêmes avec la hiérarchie. Donc, ça a été une phase très importante, comme une phase d'apprentissage à gérer une équipe de cadres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai appris à gérer des projets simultanément et à tracer à élaborer, si vous voulez, à élaborer des tableaux de bord des projets. Parce qu'il y avait beaucoup de projets qui ont été lancés en même temps. Donc, il fallait faire beaucoup de reporting. Il fallait suivre l'état d'avancement dans chaque projet. Et du coup, il fallait trouver un moyen pour regrouper tout ça dans un même tableau de bord. Et ça a été une première pour moi de créer un tableau de bord propre euh, à cette activité d'amélioration continue qui reflète l'ensemble des projets,
l'état d'avancement, les investissements nécessaires. Donc, et aussi ça, c'est un volet très important. C'est que j'ai appris avec l'équipe, bien sûr, d'évaluer, à évaluer les investissements nécessaires pour un projet. Quel est le retour d'investissement? Comment on calcule le retour d'investissement? Donc, j'avais beaucoup de liens avec aussi notre département finance et contrôle de gestion pour vraiment valider ces retours d'investissement avec eux. Donc, il y avait aussi cet aspect financier de la gestion de la gestion de l'activité, parce qu'il suffit pas d'apporter des solutions techniques, mais solutions techniques, ils apportent ils nécessitent des investissements, et ces investissements, il faut savoir les négocier et les libérer de la part de la direction, et aussi faire des calculs de retour sur investissement pour convaincre la direction et aussi pour valider l'efficacité, voilà, de ces investissements. Donc ça a été très riche, hein, en termes de gestion d'équipe, en termes de pilotage et tableau de bord et pilotage de l'activité. Avoir plus de détails sur l'aspect financier de la chose. On a sorti un peu de ce volet purement technique, et donc on parlait un peu d'investissement, on parlait de savings, on parlait de retour sur investissement. Donc ça a été très intéressant. Ça c'est top, parce que c'est vrai que on oublie vite que l'objectif de l'amélioration continue, c'est d'aider à la performance de l'usine à travers l'humain. Et que si on mesure pas le retour sur investissement, finalement on a oublié de faire une des parties les plus importantes, parce que du coup on sait pas si jamais ce qu'on a fait a eu un impact ou pas. Exactement, et comme on dit, le vent n'est favorable que pour ceux qui savent où aller. Et donc là, il faut certainement avoir des indicateurs pour savoir est-ce qu'on on dépense dans le bon sens, et est-ce qu'on arrive à gagner plus que ce que nous avons dépensé. Ouais. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Il me reste du coup 3 questions que je pose à chaque fois. Alors ma première, c'est est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie en France? Mais alors, comme ton industrie elle est pas en France, enfin je vais pas te demander ça, mais du coup moi ça m'intéresse de savoir, parce que peut-être qu'il y a des similitudes dans la manière dont c'est géré. J'en suis quasiment sûr. Mais est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie au Maroc? Euh, pour l'industrie au Maroc, bon, ici au Maroc, il y a beaucoup de multinationales qui viennent de s'installer ici au Maroc. Et là, il y a vraiment un enjeu. L'enjeu finalement ici, c'est d'avoir vraiment un management qui est vraiment à la hauteur, et un management qui peut permettre cet épanouissement de cette notion d'amélioration et d'amélioration de la performance d'une manière générale. Malheureusement, ce n'est pas encore saisi, hein, par beaucoup de managers, par cette couche de management au Maroc. Et donc là, il faut vraiment donner plus d'importance à cette démarche lean, à l'amélioration continue, parce que la performance d'une boîte industrielle, c'est pas toujours combien je gagne, mais c'est finalement est-ce que je gagnerai aussi dans les années qui viennent? Est-ce que je peux optimiser mes ressources? Si je dépense par exemple 10 millions d'euros cette année, est-ce que je dépense moins l'année prochaine? Surtout qu'il y a des fluctuations dans le secteur, voilà, le secteur industriel, surtout le secteur automobile, parce que c'est le secteur maintenant le plus important au Maroc. Il y a des fluctuations, il y a des crises, donc il faut savoir vraiment gérer sa performance. Et euh, là on essaie. Je peux dire que là, il faut gérer les performances finalement, et pas seulement euh, réfléchir à des résultats et penser à des résultats, mais là vraiment, il faut aller au processus, comprendre que le processus, et s'intéresser surtout aux indicateurs processus qu'aux indicateurs résultats. Et du coup, tu dis il faut plus de managers formés à l'amélioration continue. Exactement, exactement. Parce que l'amélioration continue ou bien le lean, ça vous donne, ça crée chez vous un état d'esprit finalement. Parce que là, vous commencez à voir les choses autrement. Vous n'êtes jamais satisfait avec une performance. Ça ne veut pas dire que vous mettez en cause la performance, mais là,
lorsque nous avons cette notion de ligne et d'amélioration ancrée dans l'esprit, on essaie toujours de trouver de meilleurs moyens pour mieux travailler. Et donc, ça crée une certaine dynamique dans les entreprises et ça les empêche à stagner dans des styles de management archaïques. Donc, on cherche toujours à changer, on cherche toujours à faire mieux. On apprécie plus les idées des autres, on apprécie plus le désaccord, on apprécie plus les discussions. Et donc, ça enrichit finalement le travail et les échanges. Et ça apporte beaucoup de gains. Ça apporte beaucoup de gains, que ce soit sur le plan financier ou bien sur la qualité et le climat de travail. J'aime bien ce constat. On le partage aussi en France. Il faut plus de managers formés à l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est pas que pour les responsables ou les ingénieurs d'amélioration continue. Pas du tout. C'est un état d'esprit finalement, oui. Ouais, clairement. Est-ce que tu aurais une vidéo, ça peut être en anglais si tu veux, ou en français, une vidéo, un livre, un podcast qui t'a plu, qui parle du Lean et que tu pourrais nous partager, qu'on mettra en description de l'épisode? Un livre ou une vidéo qui parle du Lean. Alors, là, dernièrement, j'ai lu un bouquin. C'était pas sur le Lean, mais ça a été sur le travail d'équipe. Et je crois que le travail d'équipe, c'est l'un des piliers du Lean Manufacturing. Et donc, Yes. là, je trouve qu'il a un lien direct avec l'activité. Alors, le bouquin, c'est The Five Dysfunctions of a Team. The Five Dysfunctions of a Team. C'est un bouquin qui a été très intelligemment présenté par l'auteur et ça a été sous forme si vous voulez, d'un roman, d'accord, qui discute voilà, l'insertion d'un COO qui essaie de changer ou bien de faire des réformes dans une équipe qui est supposée être performante. Normalement et théoriquement, ils ont tous les moyens pour être performantes, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Et donc, au cours de en lisant ce livre, vraiment, on déniche des comportements et des choses vraiment qu'on fait dans notre quotidien au boulot, qui vraiment empêchent les gens à travailler ensemble. Et donc, ça a été très intéressant pour moi parce que lorsque je me projetais dans le livre, donc j'ai trouvé vraiment il y avait des comportements qu'on faisait qui ressemblaient aux comportements qui ont été décrits dans le livre et qui empêchent finalement cette synergie, qui empêchent cette collaboration. Et il y a un point très important dans ce livre, c'est que c'est la vulnérabilité des membres de l'équipe entre eux, c'est-à-dire si l'on partage pas des choses personnelles, si l'on partage pas, c'est on a peur d'être vulnérable, si on a peur d'être critiqué, on pourra jamais aller loin dans les discussions dans une équipe. Donc si l'on veut toujours être parfait, si l'on veut pas être reproché, si l'on veut pas être critiqué, on se retrouve dans un état d'âme un peu très réservé, on partage pas beaucoup, on veut pas entrer dans des discussions, on veut pas entrer dans des désaccords, et donc il n'y a pas ce désaccord positif, si vous voulez, parce que il faut qu'il y ait des désaccords, il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des litiges, mais des litiges dans le sens positif, pour pouvoir créer une certaine synergie, une certaine dynamique dans un groupe de travail. Ça a été un bouquin très intéressant. Il propose même une méthode pour faire un diagnostic de l'état de santé d'un groupe de travail, et là j'ai même essayé de faire des exercices avec mon équipe, et donc ça a été très intéressant, un très bon bouquin. Ok, génial. Et ben du coup parfait ça. The Five Dysfunctions of a Team. Ouais. C'est de Patrick Lencioni, c'est ça? Exactement. Ok, et ben super, je le connaissais pas. Ben merci beaucoup Hamza pour cette référence. On la mettra du coup en description du podcast. Je vous en prie. On arrive quasiment à la fin. Il me reste une dernière question. Je sais pas si tu la connais ou si tu l'as déjà entendue.
Non. Généralement, comme je viens de te poser plein de questions là pendant quasiment 1 heure, du coup, je te laisse l'opportunité de me poser une question, si tu veux, à la fin, sur le sujet que tu veux, principalement sur le lean. Mais voilà, est-ce que tu as une question du coup pour moi? Oui, voilà, parce que vous avez une boîte qui travaille tout ce qui est lean manufacturing. Est-ce que vous croyez que dans les différentes entreprises, dans les entreprises d'une manière générale, on veut faire du lean manufacturing parce qu'ils sont convaincus, ils veulent faire du lean manufacturing, ou bien parce que c'est quelque chose nice to have, ou bien c'est juste il y a un contexte qui impose, par exemple, d'avoir des gens formés sur le lean manufacturing ou bien d'appliquer le lean manufacturing. Dans les usines que moi j'ai vues en tout cas, et ça c'est symptomatique des usines, je trouve, si quelque chose est pas utile ou si on a l'impression que c'est pas utile, les gens se forcent pas à le faire. Ça, j'ai trouvé ça assez beau. Ouais. J'ai rarement vu une usine, tu vois, qui fait quelque chose qui sert à rien depuis plusieurs années et qui continue à le faire. Et le lean fait pas exception. Généralement, si les gens ils le font, c'est alors moi j'ai vu 2 raisons pour lesquelles les gens ils faisaient du lean. Soit c'est parce qu'ils veulent, ils sont obnubilés par les gains et que par les gains financiers. Et dans ce cas-là, ça va mal se passer parce qu'en fait, les gains financiers sont pas une finalité, c'est une conséquence. Et donc, si on est omnibulé par cette finalité, en fait, finalement, on perd un peu de vue l'essentiel. Et du coup, j'ai vu la plupart des gens que j'ai vus qui faisaient du lean, c'était ils savaient qu'il allait avoir des gains financiers, ils en étaient conscients que ça allait être une conséquence, mais la finalité pour eux, c'était que l'outil industriel soit réapproprié par les opérateurs et par les personnes du terrain. C'était en fait un jour les meilleurs moi c'est les personnes que je considère qui font le mieux du lean ou de l'amélioration continue, c'est en termes de direction, c'est ceux qui m'ont dit ou celles qu'ils se considéraient non pas comme des managers ou comme des directeurs, mais comme une fonction support à la production. Lorsqu'un directeur vous dit que son travail, c'est de faire en sorte que les opérateurs puissent travailler dans les meilleures conditions émotionnelles et physiques et d'accomplissement personnel, et qui se considère comme un métier support, ben c'est là où vous avez du coup le meilleur lean, selon moi, qui se met en place. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Parfait, très intéressant. Super. Et ben merci beaucoup Hamza pour cet épisode cross Méditerranée. L'épisode sera publié du coup sur LinkedIn. Si jamais vous voulez poser toutes vos questions à Hamza, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez participer à un épisode du Déclic du Lean, n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur LinkedIn ou à m'envoyer un email. arnaud@declic.fr. Si jamais il y a des moments de cet épisode qui vous ont plu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si jamais vous connaissez des gens que ça vaut le coup qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous les envoyer, à les taguer sur cet épisode. On sera ravis de les appeler et de les contacter. Je te remercie encore Hamza pour ce moment et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci, ça fait un plaisir. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.